Bienvenue. Entracte, c'est pas le bon terme, c'est une césure finalement entre le prix de l'initiative RH et puis le DRH de l'année. Xavier Fontanet, alors vous êtes le président d'honneur de cette édition, grand chef d'entreprise, grand industriel. Vous êtes forcément appuyé sur les RH. Comment est-ce que quand en tant que patron, on occupe les responsabilités qui étaient les vôtres, on vit cette fonction RH? Comment est-ce qu'on la fait respirer? Bon, les idées, je me les suis forgées au fil du temps, sur une quarantaine d'années. Et finalement, plus le temps a passé, plus je me suis dit qu'il y a deux choses fondamentales dans l'entreprise. D'abord, la stratégie. Je pense que si la stratégie n'est pas bonne, on ne peut rien construire. C'est valable sûrement dans l'armée, c'est valable pour les pays, c'est valable pour les entreprises. Donc il faut sûrement la stratégie. Et puis ensuite, il y a évidemment les personnes. Parce que l'exécution, une stratégie sans bonne exécution, ça vaut rien. Et c'est avant tout les personnes. Donc moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps, d'abord sur le terrain, parce que les stratégies, ça se forge sur le terrain. Il faut aller voir ce qui se passe, il faut être au contact avec les clients et les concurrents. Et puis l'exécution, c'est si les gens sont de bonne qualité, sont bien dans leur peau, sont heureux. Et donc, je sais que le DRH d'Essilor, c'était toujours mon collaborateur le plus proche. C'est celui Henri Vidal, il m'a accompagné pendant quasiment 20 ans. Et donc il y a eu la durée aussi, et c'était la porte à côté. Il rentrait quand il voulait dans mon bureau, et d'ailleurs, je rentrais tout le temps. Donc, parce qu'on a passé notre temps à embaucher des gens, quoi. On a passé notre temps à embaucher du monde, on a passé notre temps à choisir les gens, à les tester, à leur donner des jobs. Donc moi, vraiment, j'ai passé mon temps en voyage sur la stratégie et avec les personnes. Alors, vous avez écrit un ouvrage récemment qui s'intitule Si on faisait confiance aux entrepreneurs. Si on faisait je crois que la confiance... croissance, c'est avant tout une affaire de confiance et une affaire d'entrepreneur. Bon. C'est l'entrepreneur qui fait la croissance, oui. À mon avis. Un beau titre. Comment est-ce qu'on distille, comment est-ce qu'on instille cette confiance au sein de son organisation? Alors, oui, j'ai écrit ce livre parce que finalement, au bout d'une très longue période, je me suis rendu compte que cette confiance est un véritable mystère, ou je dirais plutôt un miracle, parce que la confiance, ça existe. Il y a des endroits, des pays où le phénomène de confiance. Et cette confiance, quand les gens sont en confiance, ils sont complètement transfigurés. Alors, j'ai vraiment essayé de travailler ce thème de confiance, et pour moi, la confiance, c'est trois choses. C'est d'abord la confiance en soi. Donc, je pense qu'on a bien vu dans les films, pour être efficace, il faut avoir confiance en soi. Pour être capable d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc, il faut être bien dans ses pompes. C'est dans la Bible, ça, déjà. Et oui, bien sûr, c'est une très bonne lecture. Et donc, la confiance en soi est essentielle, surtout quand vous êtes au niveau de leadership mondial. Une entreprise est forcément leader de quelque chose. Et c'est une très grande... ça demande de la confiance. On voit bien les tennisman, il y a Roland Garros. Bon, le gars qui gagnera, c'est celui qui aura confiance, en fait. C'est une affaire... Et les grands joueurs, on voit quand ils jouent bien, ils s'éclatent parce qu'ils sont en confiance. Il y a un deuxième type de confiance qui est plus délicat, c'est la confiance dans les autres. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir confiance dans le collaborateur. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avancer, même si on dépend d'autres. Moi, je ne sais pas comme dans l'armée, il faut être capable de dire tu vas défendre un pont, mais il faut que les parachutistes soient arrivés. Bon, on va quand même aller sur le pont avant d'être sûr qu'ils arrivent. Donc, il y a une notion de confiance dans les autres qui n'est pas le même mécanisme que la confiance en soi. Et on trouve beaucoup de gens qui ont confiance en eux et pas dans les autres. Comment est-ce qu'on arrive à basculer alors? Ça, c'est une chose qui se fait sur le temps. Ça se rôde. Il faut des équipes sur la durée. C'est pour ça qu'il faut que le management dure. C'est dans la durée que les gens prennent confiance. Alors le troisième élément qui, à mon avis, est essentiel, c'est la confiance dans la stratégie, la confiance dans le système. Parce que quand on est des gens intelligents, si on les envoie dans le décor, ils le savent. Les premiers qui savent que les stratégies sont mauvaises, c'est les ouvriers, ou c'est les commerçants. Donc, c'est pas très compliqué. Et donc, en fait, ce miracle, parce que je pense que ça peut exister, c'est quand vous avez à la fois les trois qui vont. Et alors, le deuxième point qui est capital, c'est que, mon observation, c'est que quand les gens sont en confiance, ils sont absolument extraordinaires. Parce que je crois qu'il y a un petit génie en chacun de nous. On a tous des visages différents. C'est parce qu'on a chacun un génie différent. Et donc, quand on arrive, l'entreprise, l'organisation trouve quel est le génie et met la personne à la bonne place, ça commence à marcher. Alors, pour qu'une personnalité se développe, c'est avant tout par la prise de responsabilité. L'être humain ne se développe, à mon avis, que lorsqu'il est en prise de responsabilité. Alors, une prise de responsabilité, c'est une prise de risque. Une responsabilité sans risque, pour moi, c'est pas une responsabilité. Il faut redéfinir les mots. La responsabilité, c'est vraiment, je m'engage à quelque chose, ça peut marcher, ça peut réussir, ou pas réussir. Et alors, le point très important en matière de confiance, c'est que il faut que, évidemment, si la personne marche, il faut la récompenser. Il n'y a pas de pire injustice que de ne pas récompenser. Parce que si on ne récompense pas quelqu'un, à ce moment-là, on détruit la volonté de travailler. Si votre travail, vous méritez un 20, que je vous colle un 0, et vous, ça mérite 0, et puis je vous colle un 10 à chacun, vous allez démotiver parce que vous ne pourrez pas vous défoncer, et la personne qui ne travaille pas ne foutra rien, parce que de toute façon, il saura qu'elle a 10. Donc, ne pas récompenser, pour moi, c'est la pire des injustices. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut réparer. C'est-à-dire que quand vous avez un collaborateur, et on voit tous les gens
qui connaissent leur métier, c'est pas parce qu'il s'est loupé sur quelque chose qu'il faut l'abîmer. Au contraire, il a une grande valeur. Et je pense que le gros travail, c'est de réparer les gens. Parce que quand les gens savent que, quand ils prennent leurs responsabilités, si ça réussit, on les récompense, franchement. Et si ça rate, on est là pour les aider à comprendre leur erreur et avancer autant par l'erreur que par le succès. Et donc cette mécanique, quand les gens, il y a une bonne ambiance, donc ont confiance en eux, dans le système, dans les autres, et qu'ils savent qu'ils seront, de toute façon, ils apprendront qu'ils tombent ou qu'ils gagnent, là vous mettez des mécanismes en marche, qui sont des mécanismes absolument implacables et vous transformez les gens. Donc c'est pour ça que je me suis passionné sur ces histoires de confiance, parce que ce climat de confiance, c'est ça. Alors le dernier point aussi, pour que ça tourne, il faut des organigrammes extrêmement plats. Parce que dès que vous collez des organigrammes pas plats, alors pour moi la règle c'est 12. Hein. On fonctionne chez Essilor à 12. Alors c'est assez 12, dur. Une personne en a 12. Alors il y a un double avantage à avoir des organigrammes plats. D'abord, vous tuez la bureaucratie. Alors la bureaucratie, on la trouve partout, hein, notamment dans les entreprises. Et la bureaucratie, ça va contre la prise de responsabilité, hein, puisque c'est les gens qui disent comment faire, on fait des papiers, etc. Et plus il y a de bureaucratie, moins la bureaucratie tue la personnalité, puisqu'elle empêche la prise de responsabilité qui fait grandir, si vous voulez. Donc moi, je me suis toujours attaché à avoir des organigrammes aussi plats que possible. Et l'autre avantage d'organigramme plat, c'est que vous réduisez les échelons entre le top management et l'ouvrier. Chez Essilor, avec ses organisations à 12, il n'y a que 5 étages entre le président de la maison et la personne qui balaye l'usine. C'est 12 puissance 5, et ça, c'est en fondamental. fait. Voilà, vous avez pigé. Et je pense qu'on disait dans les étages, dans les immeubles haussmanniens, il y a 6 étages, tout le monde vivait dans le même immeuble. Vous voyez. Et je pense que quand vous avez des organigrammes très très plats, vous voyez tout le monde. C'est tout ça qui fait, à mon avis, alors c'est au-delà, si vous voulez, de la DRH, c'est le mystère, hein, c'est le mystère de la confiance. Mais je peux vous dire que ça existe, ce mystère, on le voit partout. Hein, on le voit partout dans le monde, on le voit dans beaucoup d'entreprises, en général, celle qui marche. Est-ce que ça, c'est quand tout va bien, quand on est dans une période un peu secouée pour le moins comme actuellement, est-ce que c'est facile de maintenir cette confiance, d'inspirer confiance également? C'est là où on voit si les équipes sont costauds. Hein, c'est là où on voit. Alors, c'est là où on voit si les équipes sont costauds. Alors, c'est là où les stratégies sont encore plus importantes. C'est là que la durée compte. C'est-à-dire quand vous avez des équipes qui ne sont pas des mercenaires ou des patrons qui se barrent en 5 minutes, que les gens sont là pour longue période. Le grand élément, si vous voulez, qui fait la confiance, c'est quand le management dure. Quand le management dure. Parce qu'une personne, pour moi, ça prend 5 ans pour donner confiance à quelqu'un. Et si vous le changez au bout de 5 ans, pof, il n'y a plus rien. Donc, quand vous avez commencé à tisser des liens, nous, chez Essilor, les PDG durent 20 ans. Hein, on est dans les records. Et donc, moi, j'ai d'ailleurs lâché les commandes plus tôt, parce que j'ai dit à mon conseil, Hubert Sagnières, il est prêt. Il ne faut surtout pas attendre de le mettre en place, parce que lui, il lui faut aussi 20 ans. Moi, on m'a donné 20 ans. Et ben moi, il faut que le successeur ait 20 ans. Donc, je suis parti beaucoup plus tôt avec un grand plaisir. Et donc, c'est ça. Et quand vous avez la durée, c'est là que les moments difficiles, on les passe à l'aise, vous voyez. Oui, mais alors, je sais ce que se disent les gens qui sont assis là. Ils disent, ouais, c'est sympa, lui, il avait une boîte qui marchait bien, il a un discours de patron qui était pro-DRH. On a eu des moments très durs. Hein. Et on a eu des moments très durs. Des patrons, nous, DRH, on a des patrons actuellement qui nous disent, on s'en fout, il faut des résultats, démerdez-vous. Non, attendez. Alors là, on est en train de Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui sont assis dans ce siège de DRH actuellement? J'aime bien voir l'heure exacte, si vous voulez. Donc, il y a les images et la réalité. Hein. Alors, on est en train de vouloir tuer l'économie de marché. Une façon de tuer l'économie de marché, c'est-à-dire qu'on est tous dirigés par la finance. Moi, je peux dire que dans le monde que je connais, qui sont des grosses sociétés du CAC 40, qui sont en gros monoproduits, leaders mondiaux, on a travaillé des moments difficiles. On résiste tout à fait au stock market. Dès que vous donnez la durée au président, dès qu'il sait il a 20 ans devant lui, le stock market, il est beaucoup plus réaliste qu'on peut vous dire. Nous, on a pu choisir des investisseurs long terme pour Essilor. Moi, j'ai viré tous les gars qui étaient des short-termistes. Je leur ai dit, mais Essilor n'est pas une boutique pour vous. Surtout, n'achetez pas. Je l'ai connu sur le stock market à New York parce que je sortais mon carnet de chèques. Et quand il y avait un investisseur qui ne me plaisait pas, je lui dis, vous avez combien d'actions, je vous les rachète. D'accord? Parce que je pense que vous ne serez pas heureux avec Essilor. Et la vraie technique, et le marché financier est suffisamment large pour qu'on trouve des bonnes boîtes de fonds de portefeuille qui durent long terme. Alors, je ne nie pas qu'il y a eu des âneries, mais il ne faut pas surcommuniquer sur les âneries. Et le problème qu'on a dans les médias, c'est que comme on ne parle que de ce qui ne marche pas, on ne parle pas de ce qui marche en disant c'est pas intéressant. On m'a dit Fontanet, et si alors je ne fais pas d'article, de toute façon ça marche, hein, vous verrez ça au début de mon chapitre. Alors à force de ne parler que de ce qui ne marche pas, on déglingue les gens. Vous voyez. Donc merci comme ça de nous permettre de... Alors, il faut le dire aussi... Le délicat, merci beaucoup. Donc, le délicat dans cette affaire, c'est qu'il faut parler sans arrogance, si vous voulez. Et il ne faut pas nier qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, ça va continuer, à mon avis, ça va. Et donc, il faut aussi dire qu'il y a des trucs qui tournent, si vous voulez. Et donc, il faut mettre la lumière sur ce qui marche. Il faut équilibrer les discours. C'est ce qu'on essaye de faire hein, ici ce soir, montrer des initiatives qui fonctionnent.